retour sur le plateau du stand du secrétaire général de l'enseignement catholique dans l'enceinte du Palais des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour le Congrès des maires. Et nous allons donc nous retrouver pour cette dernière échange, cette dernière table ronde de la journée qui aura été fort riche. Nous retrouvons autour de cette table Monsieur Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, que nous avons eu le plaisir d'écouter il y a quelques instants. Monsieur Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, rapporteur de la loi Blanquer, dont nous allons parler un peu également, et Sylvie Charrière, députée de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de la commission des affaires culturelles. Madame, tout à l'heure, je vous disais, on va parler de la loi Blanquer. Vous me disiez, oui, mais on va peut-être parler de la loi Pénicaud aussi. Alors allez-y, parlez-en de cette loi Pénicaud, dont j'attends avec impatience que vous nous disiez pourquoi vous vouliez en parler avant la loi Blanquer. Bien, parce que dans cette loi Pénicaud, il y a un article qui concerne l'orientation. Et l'orientation pour la réussite de nos jeunes, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est un peu le cœur du sujet sur la réussite éducative. Donc cette loi a donné aux régions la mission d'assurer l'information à destination des jeunes. Et donc il y a eu des amendements, notamment un que j'ai porté sur le cadrage de ces missions, c'est-à-dire, voilà, c'est quand même une lourde tâche et une lourde responsabilité que l'on confie aux régions, et c'est du coup comment on les accompagne pour que chaque jeune, quel que soit l'endroit où il est sur le territoire, ait le même niveau d'information sur les filières, les formations, leur niveau d'insertion, et qu'on l'aide à construire son projet professionnel. Donc c'est pas une mince affaire que cet article qui était donc dans la loi Pénicaud. Et puis dans cette loi Pénicaud, il y a eu tout le volet apprentissage, valorisation de l'apprentissage et libéralisation un petit peu de l'apprentissage pour que faire de l'apprentissage aussi une voie d'excellence et qui du coup, par répercussion, va avoir aussi, on en reparlera je pense, un impact sur le lycée professionnel. L'apprentissage, pardonnez-moi, mais le journaliste politique que j'ai été, on entend parler depuis des années et des années. C'est comme le statut de l'élu, ça. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Les choses sont pas simples sur l'apprentissage parce qu'effectivement, il y a un triptyque à construire entre le jeune, l'entreprise et le CFA. Et pour que ce triangle se construise, j'ai envie de dire, faut que les entreprises aussi ouvrent leurs portes. Maintenant qu'elles sont on est dans une situation, une embellie économique, elles ouvrent plus volontiers leurs portes puisqu'elles sont en tension. Mais avant, c'était peut-être plus compliqué. C'est aussi plus compliqué d'accueillir des jeunes qui n'ont pas encore tous les codes, les savoir-être. Et c'est là-dessus, en fait, où nos jeunes ont une certaine fragilité et ne sont pas directement employables et c'est sur quoi il faut les accompagner. Formation, orientation, c'est des thèmes complémentaires du cadre que la loi Blanquer, dont vous avez été rapporteur, a donné. Oui, mais je voudrais aussi revenir quelques instants sur la loi Pénicaud, parce que bien sûr la loi Pénicaud a confié aux régions, et pourquoi pas, elles connaissent le monde de l'emploi, ça fait partie aussi de leur responsabilité à travers leurs compétences économiques. Pourquoi pas qu'elles prennent en charge l'orientation, et ça nous renvoie à tous les débats sur le partenariat entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales qui, de mon point de vue, doit être renforcé. Après, la loi Pénicaud sur l'apprentissage, c'est un pari. Et c'est un pari sur lequel il y a des risques. L'apprentissage était pour l'essentiel une compétence de la région, compétence enlevée aux régions. C'est donc une loi de recentralisation en la matière. Alors certaines régions s'étaient peut-être désengagées, mais pas toutes. Moi je suis élu d'une région qui était très engagée sur l'apprentissage. Et moi j'ai une inquiétude sur les CFA des territoires ruraux, les petits CFA. Les entreprises, le MEDEF en particulier, voulaient récupérer l'apprentissage. Nous verrons bien si les résultats sont au rendez-vous. Mais ce que je crains, c'est qu'en matière d'aménagement du territoire, les branches n'aient pas le même regard que ne pouvait l'avoir le conseil régional. Voilà un point sur la loi Pénicaud, mais nous verrons bien si les résultats sont au rendez-vous, parce que vous avez bien raison de dire que de l'apprentissage, on en parle beaucoup dans ce pays, et que c'est certainement un des défis, que ce n'est pas simple à faire, comme vient de le dire ma collègue députée, parce qu'il y a une rencontre entre l'entreprise, les organisateurs des branches, et puis les jeunes apprentis, et puis il y a une culture dans notre pays sur l'apprentissage, et bien cela rejoint les questions qu'on évoquait sur l'orientation. Il y a une culture à redévelopper. L'apprentissage a été, il y a longtemps, quasiment anéanti dans notre pays. Enfin, je parle de manière un peu simple. Il fallait
que les jeunes têtes blondes ne soient plus dans les mains des affreux patrons, pour caricaturer un peu, à peine, la situation à partir des années 50-60. Et donc on a une vraie réhabilitation de l'apprentissage, qui peut être, bien entendu, on en est tous convaincus, une voie d'excellence. Mais une fois qu'on l'a dit, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Le rôle de l'enseignement catholique, justement, dans ce domaine, Philippe Delorme, c'est une thématique qui est importante pour vous, ça. Oui, on ne peut que partager ce qui vient d'être dit. Il y a un enjeu formidable. C'est bien pour ça que l'enseignement catholique a vraiment un peu mis les bouchées doubles sur ces questions-là, en créant à cette rentrée ce qu'on appelle l'agence Excellence Pro, qui cherche à valoriser, à faire connaître, à informer, à mettre en place toutes ces réformes et à valoriser tout ce qui existe déjà dans nos territoires, du bac-3 au bac+3, dans tout ce qui est formation professionnelle ou même professionnalisante. C'est pour ça aussi que nous sommes engagés dans un salon les 12 et 13 mars prochains à Paris, visant à la fois à faire venir les branches, à découvrir au travers des villages qui se vivent déjà sur nos territoires, et le lendemain à organiser un parcours de formation pour les enseignants responsables de l'orientation, les professeurs principaux, mais aussi les parents d'élèves qui s'investissent beaucoup dans l'orientation chez nous, mais aussi un certain nombre de personnels qui connaissent ces filières, qui sont des voies d'excellence pour certains jeunes, qui leur permettent de retrouver confiance en eux, qui leur permettent de réaliser un petit peu, de se sentir enfin capable de réussir. Donc il faut absolument qu'on y arrive. Maintenant, il y a plein de difficultés. C'est pas évident d'un jeune, comme on le disait l'autre jour, qui ne redouble plus, donc qui va arriver à 14 ans et demi, 15 ans dans une entreprise. C'est difficile de trouver l'entreprise. Il y a aussi un enjeu là-dessus, parce que certes, des entreprises ouvrent davantage leurs portes, mais des entreprises qui vont accueillir des jeunes de 15 ans, ça ne va pas être si simple que ça. C'est ça que on a réfléchi par exemple l'autre jour avec le Bureau national des parents d'élèves pour que les parents d'élèves s'investissent pleinement sur cette question, et parce qu'on a une ressource là de parents qui pourraient proposer des offres d'entreprises qui pourraient accueillir des jeunes dans le cadre de leur formation d'apprentissage. Donc là, l'enseignement catholique souhaite vraiment jouer à fond cette carte, parce que on ne peut pas renoncer à ça. La facilité aujourd'hui, c'est d'ouvrir des lycées généraux, technologiques. Ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il y a toujours des difficultés, mais c'est plus facile. Mais s'implanter, et puis ce que disait monsieur le sénateur, c'est que effectivement, aujourd'hui, pour l'enseignement catholique aussi, la question du maillage territorial est une question fondamentale. On ne peut pas se contenter de se développer autour des grandes zones urbaines. Il ne faut pas les oublier, et laisser tomber les zones moins peuplées, les régions qui sont plus rurales ou dans des petites villes où les jeunes n'ont pas forcément toujours le choix de leurs études. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Il faut changer le regard sur les entreprises. C'est clair aussi. que par rapport aux représentations, il y a un combat énorme, à la fois chez les parents, chez les jeunes et chez les enseignants. Donc l'initiative là sur l'agence pro, je pense qu'elle est hyper intéressante, et c'est vraiment un très très grand enjeu. Et pour le coup, par la suite, donc Jean-Michel Blanquer a lancé aussi sa réforme du lycée professionnel, parce qu'il a bien compris que, puisqu'à l'heure actuelle, il y a plus de 100 bacs professionnels, et avec des libellés complètement déconnectés, comme chaudronnerie, qui peuvent un peu rebuter. Et tout ce travail de resserrage, tout du moins au niveau de la classe de seconde, pour travailler en famille et finalement se dire que le jeune, il n'est pas encore complètement déterminé sur sa voie professionnelle, je pense que c'est une réforme qui devrait aussi porter ses fruits. Monsieur le sénateur. Chaudronnier, c'est un nom qui peut rebuter, je suis tout à fait d'accord avec vous, alors que c'est un métier où on trouve de l'emploi. Moi, dans une vie professionnelle précédente, je fais une mission dans un lycée professionnel où les professeurs se battaient pour que les élèves restent jusqu'à la fin du cursus et passent leur bac professionnel, tellement les entreprises venaient les chercher dans les lycées, les chaudronniers. Donc on peut avoir des noms qui datent, et par ailleurs des réalités de métiers, de formation qui vont vers l'emploi et qui vont vers les métiers. Après, je suis tout à fait d'accord avec le ministre et le gouvernement en matière de réforme professionnelle sur la nécessité de regrouper par grandes branches de métiers. On avait un éparpillement du nombre de bacs professionnels qui était contre-productif. Il est nécessaire de doter nos élèves de formations plus généralistes, leur permettant de davantage s'adapter, parce qu'on sait très bien que les métiers évoluent beaucoup et qu'il leur faut donc des formations. En revanche, j'ai une attention particulière, mais sans aucun a priori par rapport à la volonté du ministre, sur les enseignements généraux. Il y a de la part de beaucoup de professeurs
sur l'enseignement général une inquiétude qu'il y ait un trop grand sacrifice dans la réforme du bac professionnel de la part des enseignements plus généralistes qui sont nécessaires, puisque ces jeunes devront aussi se mouvoir dans une société de plus en plus complexe. Il faut qu'ils apprennent un métier, mais il faut aussi qu'ils soient citoyens et qu'ils soient en capacité de se mouvoir dans une société de plus en plus complexe où le bagage culturel est de plus en plus nécessaire. Vous citiez le cas de la profession de chaudronnier. Est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi changer le regard des parents d'élèves sur ces métiers-là pour qu'ils puissent considérer que ça n'est pas nécessairement une voie de dévalorisation pour leurs enfants? Pardon, madame. Pardon. Tout le monde dit cela, je vous donne pas. Tout le monde dit cela, sauf pour ses enfants. Vous voyez, c'est toujours. J'étais dimanche à un repas de mère, et je leur dis, et vous là, c'était le discours parfois un peu critique sur l'éducation nationale, qui n'orienterait que vers les formations générales. Pour avoir été professeur dans des conseils de classe pendant longtemps, je peux vous dire aussi que la pression des parents est très forte. Tout le monde est d'accord pour que les enfants aillent dans l'enseignement professionnel, mais tout le monde souhaite que son propre fils soit avocat. Madame Charrière, ensuite M. Delorme. Oui, alors on avait aussi beaucoup travaillé sur cette loi apprentissage, aussi sur la diffusion des indicateurs et des statistiques, parce qu'à un moment aussi, il faut donner des éléments solides et concrets aux professeurs, aux parents, pour aussi choisir des voies d'orientation. Et ça, sur certains bacs professionnels, par exemple, pour ne pas le citer, le bac gestion-administration, on envoie beaucoup de jeunes vers cette voie-là, et on sait que les débouchés et les taux d'insertion après ce bac professionnel sont vraiment de 1/3, je crois, donc très faibles. Donc l'idée aussi, c'est comment on retoilette un peu toutes ces voies qui n'insèrent plus, et on introduit des nouvelles voies. On parle beaucoup du développement durable. On a du mal finalement à rendre concret, à développer des nouveaux métiers, des nouvelles formations. Et je pense que c'est aussi un très grand enjeu pour l'avenir de nos jeunes. Monsieur Delorme. Oui, je partage ce qui vient d'être dit et je relève de ce que disait Monsieur le Sénateur sur la formation générale dans les voies professionnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à inviter les jeunes à aller, après le bac professionnel, à aller vers des études supérieures. Donc il faut qu'ils soient armés et le ministre l'a dit clairement, l'orientation vers des BTS et l'orientation je dirais, qui devrait devenir habituel pour des jeunes sortant de bac professionnel. Mais aujourd'hui, si on ne met pas des stratégies en place pour accompagner ces jeunes, ils ne réussissent pas. Donc ça rejoint la préoccupation de M. le Sénateur, parce que s'ils n'ont pas le bagage, aujourd'hui il y a des BTS qui ne sont pas ouverts au bac pro, parce qu'ils n'ont pas le bagage. Si on prend le commerce international, un bac pro qui a plus qu'une langue vivante, il ne va pas faire du commerce international. Ou si on veut qu'il fasse du commerce international, il faut le préparer et le motiver et croire en lui. Mais donc cet accompagnement des jeunes est vraiment important. Et puis c'est vrai que la représentation de la voie professionnelle, vous savez, elle s'améliorera aussi. Parce que c'est à tous les niveaux. Il ne faut pas croire que c'est simplement les familles les plus favorisées qui ont ce frein. Des familles moins favorisées peuvent avoir aussi ce frein-là. Et parce que pour eux, c'est une promotion sociale. Et puis inversement, moi j'ai vu aussi dans certaines régions des censures aussi. Des familles qui disent « Ah non, c'est pas pour toi, ça va être trop difficile, tu vas faire une voie professionnelle ». Donc on a tous les cas de figure. Mais il faut que la voie professionnelle... D'ailleurs, il y a un terme que je trouve abominable. En fin de troisième, dans le langage courant, on dit quand un jeune va en voie professionnelle, tu es orienté. On ne dit jamais ça pour un élève qui va en seconde générale et technologique. Et pourtant, tout jeune, à la fin de la troisième, est orienté. Certains en voie professionnelle, certains en voie technologique, certains en voie générale, certains en CAP peut-être, je ne sais pas. Mais il faut que, voilà, qu'on déjà tous, on change notre vocabulaire et qu'on rappelle que toute orientation est positive quand elle est choisie. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop d'orientation par défaut. Et ça, c'est bien dommage. Changer de vocabulaire. Ce qui est terrible, c'est que dans le supérieur, partir vers l'alternance, c'est très valorisé et très valorisant. Mais ce n'est que de l'alternance, la voie professionnelle, puisqu'effectivement, les jeunes font des périodes de stage d'immersion en entreprise progressives, de plus en plus conséquentes en seconde, en première et en terminale. Mais finalement, c'est de l'alternance. Et dans le supérieur, c'est des formations très valorisées dans le domaine pour les ingénieurs, etc. Alors que justement, dans le pré-bac, ça ne l'est pas. C'est quand même, en fait, vraiment, on a cette problématique de l'image qu'il faut vraiment revisiter. Et comme vous le disiez fort justement, il y a aussi tout ce qui est poursuite d'études et construction d'un cursus bac-3, bac+3 solide. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est les licences professionnelles
professionnels qui insèrent le mieux sur le marché du travail, mieux finalement presque que les bac plus 5. Il y a un vrai problème de communication, monsieur le sénateur. Une question de communication ou d'image. J'étais ce matin à Biarritz au congrès national de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, de l'UMI. Les métiers de la restauration n'ont pas de difficulté pour recruter parce qu'il y a des émissions à la télévision, parce qu'aujourd'hui, le métier de chef est un métier porteur. Les métiers du service, donc dans les mêmes lycées, les lycées hôteliers, les lycées des métiers de l'hôtellerie, dans le même lycée, il y a des difficultés sur les métiers du service. Or, dans un pays touristique comme le nôtre, où le tourisme doit être un atout du développement, où le ministre indique que le tourisme peut nous permettre de gagner 1 point de PIB à l'horizon à partir des Jeux Olympiques de Paris 2024, il est quand même dommage que la tradition du service à la française soit en train de disparaître, forte de jeunes vers ces métiers, alors qu'il y a des emplois. On est bien sur des affaires d'image, puisque ce n'est pas la même chose pour les métiers de la cuisine. Après, sur certains métiers, comme justement le service dans l'hôtellerie-restauration, il y a quand même aussi une question de pénibilité. Enfin, il y a certaines branches qui doivent aussi se poser des questions dans leurs difficultés de recrutement. Il y a quand même des métiers qui sont difficiles et il y aurait peut-être des aménagements horaires, parce que je pense aux coupures, etc., qui font que finalement la plage horaire dans le service est très très longue. Voilà, il y a peut-être aussi des questions que certaines branches doivent se poser dans leurs difficultés aussi à recruter. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, madame. Le développement durable, appelons ça comme ça, on peut appeler ça comme on veut, mais chacun voit bien la réalité. Il y a un gisement d'emploi ou pas. Ça, c'est un point sur lequel personne ne semble être d'accord. L'emploi vert, les nouveaux métiers, on nous rabat les oreilles avec ces nouveaux métiers, ceux qui vont remplacer ceux qui existent aujourd'hui, ceux qui vont apparaître demain, sauf qu'on ne les a pas encore totalement vus apparaître. Et pourtant, ce sont les métiers d'avenir, peut-être. On les voit apparaître dans l'économie sociale et solidaire, puisque du coup, on travaille en ce moment sur la loi économie circulaire. Et dans ce cadre-là, on a été contacté, on reçoit des associations qui viennent nous expliquer les produits qu'elles développent. Mais par exemple, moi j'ai rencontré la Fédération du jouet, et qui nous montre, enfin pas la Fédération, mais une association de l'économie sociale et solidaire qui recycle des jouets, qui travaille sur le réemploi. Mais cette structure vit grâce à l'économie sociale et solidaire, alors que finalement, petit à petit, ça devrait glisser dans l'économie réelle, alors que pour l'instant, c'est dans l'économie aidée. C'est cette économie qu'il faut... Oui, monsieur le sénateur. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de modestie sur ces visions prospectives. Que n'a-t-on pas dit il y a quelques années sur telle ou telle filière qui devait créer beaucoup d'emplois? Oui, je pense que le développement durable, que la transition écologique sera créatrice d'emplois. Elle l'est déjà, créatrice d'emplois. Après, gardons-nous bien d'imaginer qu'on aura comme ça de nouveaux filons de création d'emplois massifs. On disait il y a quelques années, il y a 20 ans, que j'étais professeur, que les métiers de la banque, par exemple, seraient des métiers très créateurs d'emplois, alors que ceux de l'industrie ne le seraient plus. Eh bien, on a vu aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que dans la banque, on a beaucoup réduit le nombre d'emplois. Donc, je pense qu'il faut être très modeste, oui, dans cette vision prospective, ce qui veut dire qu'il faut former nos jeunes, ce que je disais tout à l'heure, avec un bagage très généraliste. C'est cela qui est intéressant dans la réforme de Jean-Michel Blanquer sur la voie professionnelle, c'est de regrouper justement les familles de métiers, de ne pas trop spécialiser, alors que souvent les branches voudraient, je dirais, des jeunes préformés immédiatement et employables immédiatement. Je pense que c'est aussi de leur responsabilité et que la responsabilité de l'éducation nationale, c'est de donner un bon bagage qui permette à nos jeunes de s'adapter parce qu'on aura un renouvellement complet de l'emploi. Il n'y aura pas une filière, un filon qui créera beaucoup d'emplois vers lequel on pourra s'engouffrer massivement. C'est le mot que vous avez employé qui me semble le plus important. On l'a entendu beaucoup d'ailleurs au cours de cette journée. S'adapter. Il faut adapter l'enseignement au territoire. Il faut aussi adapter l'enseignement à l'évolution des métiers. C'est une gageure. Oui, mais c'est pas de mon ressort, ça. C'est pas moi qui peux adapter les formations, c'est pas moi qui les décide. On peut essayer d'adapter notre offre. De l'influence. Oh, je sais pas trop, ça, je sais pas. Mais à voir. Peut-être un petit peu, non, mais oui, il faut essayer. Mais il y a quand même aussi dans notre système éducatif une certaine inertie.
On n'a pas parlé de l'enseignement agricole, parce que mais l'enseignement agricole fait aussi un très beau travail auprès des jeunes et dans les territoires. Mais c'est pareil, hein, il y a, entre le moment où on met en place les nouveaux référentiels, les nouveaux diplômes, et c'est un long moment, quoi, hein, avant que ça aboutisse. Et pendant ce temps-là, le monde avance, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'enseignement agricole, il n'y a pas vraiment de diplôme proposé qui colle avec les nouvelles réalités de production agronomique, permaculture, etc. Donc, il faut peut-être que de temps en temps, notre système soit plus réactif, quoi. Parce que le temps et le temps de l'évolution est court. Ce qu'on disait sur les banques, c'est vrai que maintenant les banques, elles embauchent plus, ou elles embauchent à un certain niveau. Et on a une lourdeur qui ne nous permet pas toujours d'être suffisamment réactifs. Quand vous dites notre système, c'est quoi notre système? Notre système éducatif est quand même le temps de mettre en place une réforme, qu'elle porte ses fruits, qu'on crée un nouveau diplôme, ça prend un temps énorme, quoi, aujourd'hui. Moi, je suis entièrement d'accord avec le sénateur. Il faut effectivement assurer un socle, un fonds qui permettra aux jeunes de rebondir, d'apprendre à apprendre, d'avoir des fondamentaux, des compétences transversales qui lui permettront justement de rebondir. Mais l'autre difficulté, effectivement, que vous pointez, c'est comment on est suffisamment réactif pour faire évoluer les métiers. Et le travail autour de la prospective, on a beaucoup de branches qui sont en difficulté par rapport à ça. Et pour le coup, les branches étant en difficulté, elles peinent à aider l'éducation nationale aussi à construire de nouveaux diplômes. Construire un diplôme, ça met du temps. Le faire, former les professeurs qui vont enseigner ce diplôme, ça met du temps. Et ça peut être une histoire de 10 ans. Et effectivement, au rythme où va en ce moment notre société, 10 ans, c'est beaucoup trop long. Donc on a vraiment cette problématique de réactivité qui va vraiment, qui est un peu le cœur du sujet. Je vais être iconoclaste. Allez-y. Je vais me jeter à l'eau. On est le seul pays d'Europe dont le système est totalement centralisé et on s'étonne que ça soit long, que les procédures n'en finissent pas. Dans tous les pays d'Europe qui nous entourent, l'éducation nationale en général et la voie professionnelle en particulier est largement décentralisée. Moi, je suis d'accord avec le président de ma région. Je n'ai pas la même sensibilité politique que lui pour dire que, par exemple, la voie professionnelle, les régions pourraient être beaucoup plus engagées. Ça serait alors beaucoup plus rapide, beaucoup plus en phase avec la réalité des territoires. Mais on considère, c'est pour cela que je suis iconoclaste, que l'éducation nationale, c'est la seule politique publique sur laquelle on ne peut pas envisager davantage de décentralisation. Je pense qu'on a tort. Parce que je pense que dans tous les autres pays d'Europe, justement, l'adaptation et les procédures sont beaucoup plus rapides parce qu'elles sont dans les mains des régions. C'est trop centralisé ou on essaie surtout de faire en sorte qu'un système s'adapte de la même manière à tout le monde? Le droit à la différenciation, je crois qu'au Sénat, vous en parlez en ce moment, c'est non? confort équité. Oui, mais Mme Gouraud a dit tout de suite que sur l'éducation, il n'y aura pas de droit à différenciation. Je suis très profondément girondin, très profondément décentralisateur. Et même dans l'éducation nationale, je pense qu'on pourra aller plus loin. Et d'ailleurs, la révolution numérique fait que la séparation extrêmement précise qui avait été fixée par les lois de fer et les lois Raffarin, en gros, l'hôtellerie aux collectivités, vous construisez les murs, vous nourrissez, et la pédagogie, c'est bien entendu l'éducation nationale qui en a la charge. Sauf que dans la réalité, aujourd'hui, quand vous achetez des logiciels, quand vous équipez des salles de classe, ce qui est le rôle des collectivités, bien vous touchez à la pédagogie. Donc même là où la frontière était étanche, je pense que cela est en train de bouger. Donc il faut peut-être aussi qu'on essaie de revoir notre partenariat entre les collectivités et l'éducation nationale, qui est un cadre global, national, dans ce vieux pays qui confond parfois égalité et équité. Je peux le souhaiter, je le souhaite, et je sais aussi que notre pays n'est pas prêt à aller au-delà. Mais de temps en temps, plus d'initiatives, donc plus de décentralisation, plus d'initiatives pour les collectivités, et aussi plus de déconcentration. Moi, je vois que le ministre hésite par rapport à l'excellent rapport Mathieu Azéma sur la régionalisation, c'est-à-dire, pas la régionalisation, le fait de transférer aux recteurs, fonctionnaires d'État, la définition de la carte de l'éducation prioritaire. Mais pourquoi ne donnerait pas aux recteurs qui sont au plus près de la réalité la possibilité de définir avec beaucoup plus de finesse la carte? Moi, je préfère la lunette académique que le télescope national, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un syndicat de chefs d'établissement du public.
Le recteur Madame. a quand même de nombreuses prérogatives. Enfin, moi, pour travailler avec, rencontrer souvent le recteur de l'Académie de Créteil, on voit bien qu'il est dans une dynamique prospective. Par exemple, par rapport à Eurodisney qui va s'agrandir, il est en train de travailler justement sur la mise en réseau de tout un tas de lycées et de structures de formation pour répondre aux besoins. Donc, je pense quand même que le recteur, à son niveau, a beaucoup de marge de manœuvre dans son autonomie et sa stratégie, finalement, un peu de mener sa politique éducative sur sa région. Monsieur Delorme, on parle le droit à la différenciation en matière d'enseignement, c'est quelque chose que... Oui, bah, je pense, je rejoins monsieur le sénateur là, parce que il faut quand même, l'idée de pouvoir coller aux réalités du terrain et de répondre aux besoins de terrain sans perdre quand même l'unité de l'ensemble, parce que sinon on risquerait de tomber dans des dérives. Voilà, mais en revanche, il faut que les acteurs de terrain, ceux qui sont les plus concernés, ceux qui connaissent la réalité, puissent la vivre et qu'ils soient écoutés, qu'ils soient proposés. Enfin, on discutait l'autre jour ensemble sur des établissements à éducation prioritaire qui avaient des moyens supplémentaires, etc. Du jour au lendemain, on leur supprime des moyens. Comment on fait pour maintenir Donc, il faut faire confiance. Moi, je pense que si on faisait davantage confiance aux acteurs de terrain, qu'ils soient dans l'enseignement catholique ou dans l'enseignement public, eh bien, on avancerait plus vite. Et sur l'offre de formation, il faut aussi plus de souplesse là-dessus. Et c'est vrai que les recteurs ont davantage d'autonomie. C'est vrai que nous, on a une forme d'autonomie dans l'enseignement catholique qui est limitée, parce que c'est quand même le recteur qui est toujours responsable de la carte de formation. On peut lui proposer et puis on avance. Mais c'est dommage, quoi, parce que il faudrait pouvoir, comme ça, avoir beaucoup plus de souplesse et coller davantage aux réalités d'une région, d'un secteur, d'un terrain, etc. De l'agilité, non, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui et qui est plutôt tendance. Être plus agile, c'est pas nécessairement une question d'organisation, c'est juste parfois une question de délégation, de pouvoir ou de partie de pouvoir donné à quelqu'un. Je pense que c'est aussi une question d'organisation, parce que l'agilité, elle n'existera que dans des organisations aussi beaucoup plus souples. Aujourd'hui, on a, alors certes, la possibilité de différencier, elle existe déjà. Je veux dire, après tout, l'éducation prioritaire, c'est mettre des moyens supplémentaires, avoir une approche pédagogique différente sur certains territoires. Donc on est bien déjà dans cette logique. Moi, je pense que l'éducation nationale a une vraie réflexion à mener. Au Sénat, nous y travaillons sur l'école et les territoires. Il y a une vraie réflexion sur la carte, sur la territorialisation de l'école. On est sur une vision un peu trop binaire, ce que dit d'ailleurs aussi le rapport Mathieu Azéma. On est dans l'éducation prioritaire, on est dehors. 70% des enfants défavorisés de ce pays sont hors de l'éducation prioritaire. Donc avec une carte nationale, on est sur quelque chose de trop binaire. Alors je suis d'accord avec Pierre Mathieu, pour les REP+, que la définition soit nationale, parce que là on a des territoires que l'on connaît bien et sur lesquels il ne faut pas baisser la carte en termes de moyens. Mais sur le reste du territoire, c'est quasiment par établissement qu'il faut faire une maille extrêmement fine. Donc je pense qu'il faut descendre très bas dans la capacité et des collectivités territoriales et des responsables de l'éducation nationale pour pouvoir définir. Moi, je crois beaucoup, c'est dans le rapport de mes collègues Lafont et Roux du Sénat, c'était aussi dans un rapport que j'avais remis au Sénat il y a un an, quasiment une sorte de contrat entre les territoires, l'éducation nationale et aussi les professeurs. Est-ce qu'un professeur qui va travailler dans une zone rurale extrêmement enclavée, il sert le pays? Est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier, au-delà de bonifications indiciaires, un peu un suivi de carrière qui lui permettrait d'individualiser sa carrière, de sortir de ce principe finalement de l'indifférenciation systématique des profils et des postes, plutôt d'aller davantage sur du contrat. Vous rendez service, vous allez dans un endroit difficile, vous allez dans un endroit où l'attractivité est faible, et vous en bénéficiez ensuite dans la poursuite de votre carrière. Et ça vaudrait bien sûr aussi pour les territoires d'éducation prioritaire, pour les territoires des quartiers les plus difficiles, aller un peu plus vers l'individualisation de notre gestion des ressources humaines, aller vers des choses beaucoup plus fermes. Parce que franchement, cette gestion très centralisée, elle est inhumaine au bout du compte. Elle envoie les plus jeunes professeurs là où personne ne va aller. Leur seule volonté, c'est d'en partir au plus vite. Et puis finalement, au bout de 20 ans, on a enfin, en 30 ans, le lycée que l'on souhaite,
avec d'ailleurs aussi à peu près un salaire convenable, alors que les hussards qui partent dans les quartiers les plus difficiles sont en plus particulièrement mal payés, les plus mal payés, quasiment des pays de l'OCDE. Moi, je voulais intervenir sur 2 sujets pour aller un petit peu dans le sens du sénateur. Donc, on est en train de déployer les cités éducatives. Donc là, les cités éducatives, c'est un bel objet qui se déploie donc dans les quartiers prioritaires de la ville, dans 80 territoires identifiés, où effectivement, on va travailler sur le lien de l'école avec son territoire. On les déploie, c'est pas une expérimentation. Non, c'est pas une expérimentation. Comment dire, elles existent. Elles sont en train de faire leur diagnostic et du coup de se doter d'objectifs qu'elles vont essayer de mettre en œuvre pendant 3 ans. Et elles ont des fonds pour les aider à nouer des partenariats et à travailler avec le tissu associatif, entre autres, pour justement, de la naissance jusqu'à l'insertion, travailler en dehors de l'école, avec l'école, pour apporter un plus aux jeunes et à sa famille, et du coup l'accompagner vers sa réussite éducative et son insertion. Donc je pense qu'on est aussi sur l'idée de se dire que l'école doit s'ouvrir sur son territoire et travailler avec les acteurs locaux pour créer des synergies positives autour du jeune. Donc ça, c'est un premier levier qu'on a tout à fait identifié. Et du coup, j'ai perdu le fil pour ma deuxième idée. Mais vous n'avez pas étiqueté. Mais voilà, sur les sujets de la dynamique territoriale, je pense que c'est effectivement un sujet très important. Il va suffire que je redonne la parole à Philippe Delorme pour que vous retrouviez votre deuxième point sur les cités éducatives. Alors, là, on n'est pas pour l'instant associés. J'aurais juste rebondir sur ce qui a été dit sur deux points. Là, c'est le premier, le désir réel de l'enseignement catholique d'être associé à sa façon à l'éducation prioritaire, parce qu'on y est déjà, même si on n'est pas reconnu comme tel. Nous avons des établissements qui relèveraient de l'éducation prioritaire, mais qui ne sont pas aujourd'hui reconnus comme tels. Mais les choses vont évoluer, puisque monsieur le ministre est d'accord pour que nous travaillions cette question. Puis la deuxième, sans aucune arrogance, mais il y a que justement, nous, la gestion des personnels enseignants est très différente, et que nous pouvons avoir un enseignant expérimenté dans des établissements dits difficiles, par vocation, par choix. C'est-à-dire que dans l'enseignement catholique, on est très attentif aussi à l'idée de choix de vocation. Moi, je crois qu'il y a des professeurs qui sont très épanouis, ou des chefs d'établissement, c'est pareil. Hein. On n'est pas non plus pour les chefs d'établissement dans une espèce de logique de progression, où si on veut avoir le Graal, il faut être passé par l'éducation prioritaire, etc. Vous avez chez nous des chefs d'établissement qui sont heureux dans des petits collèges et qui disent, moi j'ai eu, quand j'étais directeur de Cézanne, des chefs d'établissement qui disent, mais moi je veux rester en collège, je veux surtout pas un plus gros établissement, parce que je connais tous mes élèves. Et puis d'autres qui vont avoir le désir. Donc il faut être attentif au charisme propre des personnes, que ce soit des enseignants ou les chefs d'établissement, et qui sont les mieux adaptés pour accompagner les élèves qui nous sont confiés. Moi, j'aurais jamais été à l'aise dans certains établissements trop sélectifs, par exemple. C'était pas mon charisme. Et puis il y en a d'autres qui sont très à l'aise dans ce type d'établissement. Donc voilà, notre gestion du personnel est très décentralisée, et on n'est pas du tout dans ces critères. On rentre pas dans ces critères-là, quoi. C'est pas du tout la même chose. Petite précision, quand je vous ai posé la question sur les cités éducatives, vous pourriez être associé, ou c'est quelque chose qui... Dans quelle mesure on pourrait être associé, je sais pas trop. Il faudrait que ça soit travaillé, ça, honnêtement. Pour l'instant, Ce qui ressort de tout ce que vous dites, c'est tout de même de faire un petit peu plus confiance à l'humain, non? C'est un petit peu ça, tout à fait. Madame Charrier. Moi, je voulais rebondir. Alors, du coup, mes idées me sont revenues sur la formation des enseignants. Donc ça, c'est un chantier qui s'ouvre et qui n'est pas une mince affaire, parce que par rapport aux 70% de jeunes qui sont hors éducation prioritaire, la prise en compte de l'individu et la personnalisation des savoirs, je pense que c'est vraiment un très très gros enjeu sur lequel nos enseignants ne sont pas assez solides. Et puis par rapport à la stabilisation des équipes, donc là, moi qui suis députée de Seine-Saint-Denis, on a un plan qui est mis en place, un plan d'urgence qui a été voté pour la Seine-Saint-Denis, où effectivement on va doter de primes tous les fonctionnaires, y compris donc les enseignants qui restent 5 ans dans ce département, puisqu'on a un turnover qui est à peu près 2 ans dans tous les corps, hein, c'est-à-dire y compris les personnes qui travaillent dans les préfectures, etc. Donc on a vraiment une très grosse difficulté sur le turnover des équipes enseignantes. Et alors effectivement, cette stabilisation au moins pour 5 ans, mais je suis tout à fait aussi d'accord avec le sénateur. Je pense que tant qu'on n'aura pas revalorisé
dans la carrière d'un enseignant, les années qu'il a passées dans l'éducation prioritaire ou dans un contexte difficile, même si on peut y rester par choix, et je l'entends aussi. Moi, j'étais principale dans un collège REP+, et c'était vraiment par choix. Hein, mais effectivement, je pense que tant qu'on ne travaillera pas autour des carrières des enseignants et de la valorisation des expériences, y compris pour être aussi enseigné justement dans les futurs INSPE, dans les écoles d'enseignants, et tout en restant dans une école d'application, je pense que cette bivalence pour les enseignants qui vont apprendre aux futurs enseignants à enseigner, je pense que ça serait aussi intéressant. Monsieur le sénateur. La formation des professeurs était au cœur, avec bien sûr la scolarisation obligatoire à 3 ans, au cœur du projet de loi Blanquer. Tout à l'heure, j'ai été très décentralisateur. Là, je veux dire que j'approuve le ministre lorsqu'il a nettement indiqué qu'il voulait reprendre la main en matière de formation, certainement aussi pour revenir à une formation aux apprentissages fondamentaux. En tous les cas, là sur ce sujet-là, moi qui tout à l'heure ai fait un hymne à la décentralisation, je pense que l'éducation nationale a trop laissé disperser. Et dans les SP, il y avait des choses très différentes d'une académie à l'autre, un référentiel plus partagé, plus commun, et la volonté très certainement aussi de redire les priorités, avec en plus la nécessité que la formation des professeurs s'inscrive un peu plus dans le temps long. Moi, je pense qu'il y a un lien à faire, c'est dans le projet de loi, enfin, dans la loi Blanquer aujourd'hui, et c'est d'ailleurs à l'initiative du Sénat, entre la formation initiale et la formation continue dans les premières années. On ne peut pas demander aux jeunes professeurs de tout apprendre sur un temps aussi ramassé. Dans les SP, il y avait une trop grande concentration, et donc des professeurs, de jeunes professeurs stagiaires qui devaient faire des choix. Et la priorité qu'ils donnaient, c'était la prise en main de leur classe. Ils avaient bien raison. Et donc un certain nombre de formations leur paraissait trop théorique, et donc ils faisaient des choix. Donc il faut, je crois, construire une formation des jeunes professeurs qui leur permettent d'entrer dans la carrière progressivement. Ce métier s'apprend, c'est un métier difficile, un métier de plus en plus difficile. Et un des défis de l'éducation nationale, c'est bien cet effort de formation. Beaucoup de pays se posent la question. J'étais avec le Sénat au Mexique et nous avons beaucoup échangé avec le Sénat mexicain sur la question de la formation des professeurs, qui est certainement un enjeu majeur. Il faut aussi l'adapter au territoire. Après, monsieur le secrétaire général, je savais qu'en matière de gestion des ressources humaines, l'enseignement catholique était beaucoup plus dans l'individualisation des parcours, mais je n'ai quand même pas osé dire, après avoir été un peu iconoclaste sur la décentralisation, qu'il fallait aussi que l'éducation nationale s'inspire de ce qui se fait au secrétaire général de l'enseignement catholique. Philippe Delorme va vous répondre. Non, c'est pas là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est une pratique qui, je pense, est riche et avec il faut reconnaître aussi avec un volume d'enseignants nettement plus faible de toute façon. Donc voilà, c'est pas. Est-ce que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain quand le terrain est parfois aussi difficile qu'il peut l'être dans certaines banlieues? Là, il y a, sur l'Académie de Créteil, on lance l'expérimentation de la pré-professionnalisation, c'est-à-dire de recruter, à partir de la deuxième année de licence, des jeunes qui progressivement, d'abord vont faire de la surveillance, enfin, être un peu assistant d'éducation, et puis être à côté d'un enseignant, peut-être prendre en charge l'année d'après une surveillance d'aide aux devoirs, et puis assister à un enseignant dans ses cours, donc faire de la co-animation. Donc cette montée en charge déjà permet aux jeunes de s'assurer que c'est une vocation et que c'est bien ce qui va lui plaire, et puis va aussi permettre petit à petit de faire monter en compétences, et pour l'Académie de Créteil, de fidéliser aussi des jeunes et de leur permettre aussi de faire de l'alternance finalement, et d'avoir un petit pécule pour les aider aussi à poursuivre leurs études. Donc je pense que cette expérimentation aussi est intéressante. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec un collègue. Ce métier s'apprend très progressivement. Le pré-recrutement qui est dans la loi Blanquer est une excellente chose. Ça a été beaucoup décrié de manière absurde. Oui, il est nécessaire que des jeunes qui se destinent à ce métier se rendent compte que ce métier est fait pour eux. C'est pas évident. Et donc, on peut y rentrer progressivement. Il y a ce lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure, les premières années de la carrière. Il faut qu'il y ait un lien beaucoup plus fort entre la formation initiale et la formation continue. Ce métier, il s'apprend aussi avec un peu de cohérence. Vous savez, on a aujourd'hui encore des jeunes professeurs que l'on met devant une classe et puis on apprend 3 mois après comment on gère un début de classe et comment on est dans la gestion de groupe et dans la gestion des conflits. Et il faut redonner un peu plus de cohérence. Il ne faut pas opposer la formation sur le terrain et la formation scientifique. Nos jeunes professeurs ont besoin de formation de haut niveau, aux neurosciences, à la gestion de groupe. Il faut qu'ils apprennent aussi
comment intégrer un biotope particulièrement complexe, la relation avec les parents par exemple, cela s'apprend. Donc il y a une formation dans laquelle la théorie et la pratique doivent se conjuguer. On avait jusqu'alors, et moi j'attends beaucoup de la mise en œuvre de la loi bancaire en la matière, quelque chose d'assez incohérent, un calendrier très resserré, on essayait de faire rentrer au forceps beaucoup de choses sur peu de temps. Je crois qu'il faut donner du temps et donner plus de cohérence et repenser le calendrier. C'est pour cela que le référentiel de formation était nécessaire. Mais je pense que c'est une des priorités de Jean-Michel Blanquer. Et sur ce sujet, je le soutiens pleinement. Monsieur Delorme. Alors, plusieurs choses. Sur la pré-professionnalisation, nous avons demandé de rentrer dans le dispositif. Pour l'instant, il y a une question légale de statut de ces jeunes qui nous empêche de rentrer dans ce dispositif, mais nous souhaitons vraiment y rentrer. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on parle toujours des jeunes enseignants. Et en réalité, ils ne sont pas toujours si jeunes que ça, ceux qui débutent dans la carrière, puisqu'on a de plus en plus de secondes carrières, de nouvelles carrières d'hommes et de femmes qui ont 35, 40 ans et qui, parfois parce qu'ils veulent donner plus de sens à leur métier, se tournent vers l'enseignement. Ça doit nous interroger aussi en termes de formation. C'est réjouissant, si vous permettez, c'est réjouissant. Ça montre aussi que ce métier peut être attractif. Voilà, tout à fait. Mais ça veut dire aussi comment on tient compte de cette expérience et comment la valorise-t-on et comment on fait aussi découvrir à ces personnes que c'est un vrai métier. Puis troisièmement, il y a un point qu'on n'a pas abordé là et qui est quand même, à mon avis, très important. Et pour bien connaître aussi le territoire de Seine-Saint-Denis, et là-dessus, on a égalité entre l'enseignement privé catholique et l'enseignement public, c'est qu'on n'a pas assez de profs, tout simplement. Et donc, on fait appel beaucoup à des suppléants. Et la question de la formation des suppléants, de l'accueil des suppléants, est une question qui nous préoccupe énormément. Et c'est sur tout le territoire français, on manque d'enseignants. Donc on fait appel à des gens de bonne volonté qui sont pour le coup pas formés, qu'on met en classe un matin en disant tu vas prendre la classe de 5e B en mathématiques et tu vas te débrouiller. Mais comment on accompagne ces gens-là? Comment leur permettons de progresser et si ça leur plaît de rentrer dans un système de formation qui leur permette de passer des concours et donc d'être titulaires et des gens en plus qui sont, faut être courageux parce qu'ils sont en plus pas très bien rémunérés. Donc ça, on a aujourd'hui un vrai défi qui n'est pas propre à l'enseignement catholique, mais qui rejoint aussi, qui est aussi une des préoccupations de l'enseignement catholique. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que dans l'Académie de Créteil, l'expérience de la pré-professionnalisation a été proposée pour essayer d'attirer des jeunes et les fidéliser. Hein. Après, il ne faut pas se raconter d'histoire. L'attractivité du métier, elle dépendra aussi très largement du niveau de rémunération des jeunes professeurs. On paie de manière indécente les jeunes professeurs dans ce pays. On est dans les moyennes les plus basses de l'OCDE, on est sur les niveaux des enseignants polonais en début de carrière, pas en fin de carrière. Et l'accord PPCR qui a eu lieu sous le gouvernement précédent, finalement continuait de conforter l'idée du salaire à l'ancienneté. Emploi à vie, salaire ancienneté. On a aujourd'hui des jeunes professeurs qui sont des professeurs de leur temps. Ils peuvent rentrer dans la carrière plus tardivement, et ceux qui y rentrent tôt n'y rentrent pas non plus pour la vie. On ne prend pas la blouse comme on prenait la robe ou la soutane, pour prendre une comparaison liée au lieu, de la même manière qu'on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Notre société a changé et les jeunes professeurs sont à l'image des jeunes d'aujourd'hui. Donc le salaire à peu près correct dans le lycée que l'on espère, dans la région que l'on espère, au bout de 30 ans de galère, c'est terminé, et donc il y a nécessité d'attirer les jeunes avec des conditions de travail meilleures et aussi, je pense, des conditions de salaire. C'est un vrai défi. Le ministre le traite. Je lui ai posé la question récemment au Sénat lors de l'audition devant la commission. Mais cela étant dit, ces moyens sont limités. Et puis il y a une tradition aussi, en effet, de salaire à l'ancienneté qui est bien ancrée et de promotion de carrière qui se déroule lentement, même si l'enseignement catholique a d'autres souplesses et d'autres libertés en la matière. Vous pensez pas pour les salaires. Pas pour les salaires. Oui, vous pensez dire ça à un responsable syndical de l'éducation nationale sans immédiatement lui donner le hockey? Pour certains, oui, mais pas pour tous. Parce qu'ils se rendent compte, enfin voilà, on sait très bien qu'il y a des syndicats qui peuvent rentrer dans ce type, des organisations syndicales avec lesquelles on peut rentrer dans ce type de discussion. Vous savez, les jeunes professeurs que moi j'ai rencontrés à l'ESP de Créteil, les jeunes professeurs parce qu'ils entraient dans la carrière, mais ils avaient une carrière derrière eux. C'est un autre monde, c'est une autre manière de penser les choses. Moi j'ai été stupéfait en effet de voir des architectes, des ingénieurs devenir professeurs.
leur formation doit être différente. Alors, on leur appliquait à peu près les mêmes modules de formation qu'aux jeunes qui sortaient quasiment du baccalauréat et de la fac. Donc, je pense qu'il est nécessaire de s'adapter à cela. Et donc, les organisations syndicales devront aussi, à mon avis, faire avec un public qui va évoluer, parce que le public des professeurs est aussi en train d'évoluer. J'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures avec vous, mais on va devoir s'arrêter et mettre un terme à cette table ronde qui était passionnante. Merci. L'animateur que je suis est toujours frappé, en tous les cas il l'est en ce moment, par la passion qui vous anime tous les trois pour ce sujet-là et pour toutes les images que ce sujet nous apporte. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Très bonne beaucoup. fin de journée. Merci. Merci beaucoup.